Je vous retrouve dans la suite du programme du soir sur New World. Bienvenue dans l'invité. Aujourd'hui, nous parlons de la justice au Togo sous le thème Togo, rôle de la justice dans l'édification de l'état de droit. De plus en plus, la population exprime leur besoin de voir une justice qui dise réellement le droit, qui rende justice sans parti pris, sans être à la solde d'un quelconque pouvoir, espoir parfois réalisé, mais parfois aussi déçu. Quel est le rôle donc de la justice dans l'édification d'un état de droit? Nous en parlons avec Henri Onyandogo, magistrat du ministère public, porte-parole de l'Union syndicale des magistrats du Togo, USIMAT. Vous êtes également le premier substitut du procureur de la ville d'Atapamé. Bonsoir, monsieur Dogo, monsieur le procureur, et bienvenue. Bonsoir, cher Guillaume. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs. Avec vous, aujourd'hui, nous parlons de la justice togolaise et de son fonctionnement. D'abord, votre union syndicale, l'union syndicale donc des magistrats du Togo, USIMAT, célèbre ses 5 ans. Qu'est-ce que vous faites dans cette union? Alors, l'Union syndicale des magistrats du Togo est un regroupement de magistrats qui a pour objet principal de défendre les principes de l'indépendance de la justice et les intérêts matériels et moraux des magistrats. Vous défendez les intérêts matériels et moraux des magistrats. Qu'est-ce que ça veut dire de façon plus concrète? Non, mais tout ce qui permet aux magistrats d'être dans de bonnes conditions et puis de rendre justice de façon équitable, sans aucune crainte d'où qu'elle vienne. Sans aucune crainte? Vous craignez quoi finalement? Parce que, vous savez, le rôle du magistrat n'est pas facile. D'accord, le magistrat, c'est comme un combattant qui est sur le terrain. Donc, quand vous avez un dossier, par exemple, au finish, il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un d'autre qui perd. Donc, celui qui perd le procès, naturellement, il vous a un ennemi. Ou en quelqu'un qui lui a refusé un quelconque droit. Donc, nous sommes tous des hommes. Et quand vous perdez un procès dans ces conditions-là, vous avez quand même le juge en ennemi. Donc, le juge a besoin, dans ces conditions, d'être protégé. D'avoir des garanties de protection pour assumer efficacement, de façon, comment dirais-je, en toute quiétude, sa mission de protection des droits et libertés des citoyens. Alors, généralement, on vous classe, ou bien le commun des mortels classe le magistrat, le juge, l'avocat, et tous dans la même catégorie, dépendant de ceux qui ont le pouvoir et qui oppriment le bas peuple. Bon, je crois que le commun du mortel opère tout par confusion. D'accord? C'est l'ignorance qui fait que les gens pensent comme ça. En réalité, vous avez dans le corps judiciaire, il y a 2 types de magistrats. D'accord? Il y a d'abord les magistrats du ministère public, comme moi, qui sont des procureurs, d'accord? Qui, eux, sont subordonnés au gouvernement. Je peux dire c'est le bras du gouvernement au sein de l'institution judiciaire. Et vous avez de l'autre côté les magistrats du siège, que sont les juges, et à qui le dernier mot revient. Vous savez, le procureur ne prend pas de décision. Le procureur requiert. C'est-à-dire qu'il soumet des demandes au juge, tout comme les autres parties au procès. Okay. Voilà, donc c'est au juge d'analyser les demandes du procureur de la République, du ministère public, et les demandes des autres parties, et au finish, il prend sa décision à son âme et conscience. Donc, oui, c'est pour dire que le juge, c'est lui qui a le dernier mot et non le procureur. Et le juge ne dépend de personne? Le juge ne dépend de personne. Le juge n'a de compte à rendre à personne. Il rend compte à la loi et à sa conscience. Vraiment, ça n'en a pas l'air. Du moins, pour le commun des mortels, oui. Peut-être le juge a un supérieur qui lui donne des ordres, et donc quand il prend une décision, on suppose qu'il a reçu des ordres et qu'il n'a fait qu'exécuter ces ordres-là. Non, le juge n'a pas de... je vous explique. Le juge a une hiérarchie. Mais cette hiérarchie est administrative. Vous comprenez? Parce que dans une juridiction, par exemple, il y a le président du tribunal qui est le chef de la juridiction. Et à l'égard de ces juges, il n'exerce qu'une attribution administrative, une hiérarchie administrative et non juridictionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie tout simplement que lorsqu'il y a, par exemple, des tâches, des dossiers dans lesquels il faut statuer, c'est le président, naturellement, qui est le chef de la juridiction, qui procède à la répartition des dossiers. Alors, dès lors que les dossiers sont répartis et que chaque juge est saisi d'un dossier,
il est saisi de ce dossier, il statue sans attendre une quelconque instruction de son chef de juridiction. Bon. Donc, la hiérarchie, elle est purement administrative et non juridictionnelle. En tout cas, c'est bon à savoir parce que, effectivement, la confusion règne dans l'esprit du commun des mortels et on a du mal à comprendre quelles sont les limites du juge, quelles sont les limites du procureur et on finit par tout mettre ensemble. En tout cas, c'est sur la terre des hommes, dès lors qu'on cherche à comprendre une situation qu'on ne comprend pas, qu'on ne cerne pas, on tire dessus. Donc c'est mieux de chercher à comprendre que de tirer à boulet rouge sur les magistrats. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir à chaque fois que vous êtes disponible. Le pour plaisir nous est éclairer. partagé, mon cher Guillaume. Alors, nous allons revenir à notre sujet. Nous parlons de l'état de droit, le rôle de la justice dans l'édification d'un état de droit. Qu'appelle-t-on état de droit pour commencer? Alors, pour faire simple, l'état de droit, c'est une notion de droit constitutionnel. L'état de droit est une notion qui s'oppose à l'état de police. Dans l'état de police, c'est seulement les citoyens qui sont soumis au droit. Alors que dans l'état de droit, et les citoyens, lambda, et les pouvoirs publics sont soumis au droit. Voilà la différence. Donc l'état de droit, c'est un état dans lequel et les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'état lui-même, et les citoyens sont soumis au droit. Alors, quelles sont les exigences alors de l'état de droit? Alors, les exigences de l'état de droit, il faut dire d'abord, dans un état de droit, il faut le respect du principe de la hiérarchie des normes, ensuite l'égalité des citoyens devant la loi, et enfin le troisième principe c'est la séparation des pouvoirs avec son colorel, son comment dirais-je, sa conséquence directe qui est l'indépendance de la justice. Alors, parlant du respect du principe de la hiérarchie des normes. Vous savez, la hiérarchie des normes signifie qu'au-dessus nous avons la Constitution, les lois organiques, les lois ordinaires, les règlements et puis ainsi de suite. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie tout simplement que lorsque le gouvernement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la compétence en matière législative est partagée entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, d'accord? Le gouvernement peut envoyer des projets de loi à l'Assemblée nationale également peut prendre des initiatives de loi. Donc quand ça vient du gouvernement, c'est un projet de loi. Quand ça vient de l'Assemblée nationale, on parle d'initiative de loi. Alors, lorsque on vote une loi, l'Assemblée nationale ou le gouvernement prend l'initiative d'une loi, on fait en sorte que cette loi, lorsqu'elle est votée, qu'elle soit conforme à la Constitution. C'est cela le principe de la hiérarchie des normes. Donc, toutes les dispositions légales qui doivent être prises en bas de la Constitution doivent se conformer à la Constitution. Alors, et dès lors qu'une loi est votée et qu'elle n'est pas conforme à la Constitution, il y a des mécanismes qui sont prévus pour purger les dispositions qui sont anticonstitutionnelles. Et là, c'est la Cour constitutionnelle qui intervient pour essayer de dire si la loi est constitutionnelle ou non, avant de permettre au président de la République de prendre une loi de promulgation. Ok. Alors, dans l'organisation de l'état de droit, quelle est la place ou la position de la justice par rapport aux autres pouvoirs? Alors, quand vous visitez les principes constitutionnels, la justice, les gens ont souvent l'habitude de dire que c'est le troisième pouvoir de l'État. Moi, j'ai dit que c'est l'un des pouvoirs de l'État. Et c'est le pouvoir le plus essentiel d'ailleurs. Parce que toute la nation, tout le pays, tous les mécanismes, pour ne pas dire l'État même, est reposé sur les épaules de la justice. Si bien que si la justice ne fonctionne pas, c'est tout l'État qui est à terre. Donc la justice a la même place que les deux autres pouvoirs constitutionnels de l'État, à savoir le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ok, d'accord. Alors, quelles sont les prérogatives de la justice dans l'édification de l'état de droit? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans un état de droit, non seulement les citoyens sont soumis au droit, l'État lui-même est soumis aux mêmes règles de droit. Alors, pour que chacun respecte les lois qui sont votées, il faut naturellement un arbitre. Et l'arbitre, c'est le juge. C'est le juge qui assure la soumission des personnes au droit. Alors, lorsque par exemple, un individu, un citoyen, viole une disposition légale, il faut quelqu'un pour le recadrer, il faut quelqu'un pour lui dire, monsieur, vous avez violé telle disposition légale, voilà les conséquences. C'est la même chose pour les pouvoirs publics.
est-ce que vous savez que c'est possible de déférer l'État devant un juge? Vous le savez, oui ou non? Oui, nous on le sait, mais généralement ça ne se fait pas. Si. Dans le vécu quotidien, on Oui, voit rarement des gens déférer l'État devant la justice. Ça ne se fait pas parce que, vous savez, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, il y a une mentalité qui voudrait qu'on dise qu'on ne conteste pas la décision du chef. Oui. Alors que dans une démocratie, dans un État de droit, ça ne devrait pas être ainsi. Donc, si les gens n'enseignent pas l'État, ce n'est pas de la faute de qui que ce soit, c'est pas de la faute de la justice, c'est de leur propre faute parce qu'ils ignorent que c'est possible qu'on puisse assigner l'État devant les juridictions compétentes. Alors, généralement, on attend aussi, comme je le disais tantôt, que la justice dise le droit. Parfois, ce vœu est exaucé, parfois, ce n'est qu'un peu vieux qui ne se réalise jamais. Qu'est-ce qui fait que parfois, on a l'impression que la justice ne dit pas le droit? Si tant est que les pouvoirs sont séparés et que le juge est autonome, comme on le disait à l'entame, et qu'il n'a d'ordre à recevoir de personne, qu'est-ce qui fait que parfois, on semble ne pas dire le droit? Alors, peut-être c'est un sentiment des populations, de l'opinion, qui est peut-être, comment dirais-je, animé ou soutenu par un certain nombre de facteurs. Mais moi, je vais vous répondre franchement, puisque vous me parlez avec une franchise. Vous savez, la justice est une œuvre humaine. Elle est une œuvre humaine et pour l'assurer de façon efficace, il faut un certain nombre de facteurs. D'accord? Vous parlez de l'inefficacité de la justice. Ouais. Alors, soit on parle, le plus souvent, on parle de la lenteur, on parle de la corruption. Ouais. Bien. Sur la lenteur, d'abord, il ne faut pas s'attaquer aux effets, d'accord? Et laisser les causes. Qu'est-ce qui fait que la justice est lente? Ouais. D'abord, il y a manque de personnel, manque de magistrats. Actuellement, je parle sous le contrôle des chiffres officiels. Les magistrats sont environ 200, en tout cas moins de 250. Pour 8 millions et quelques d'habitants, à vrai dire, c'est très peu. Alors, quand vous venez par exemple dans une juridiction comme Lomé, où vous avez un juge qui a 500 dossiers, il ne peut pas appeler les 500 dossiers pour un seul juge, oui, bien sûr, en matière foncière par exemple, en matière civile. Vous avez un juge qui a 500 à 600 dossiers, il ne peut pas les appeler à une seule audience. D'accord? Et de deux, les juges sont prêts à travailler, ils sont prêts à se sacrifier, mais il n'y a pas d'infrastructure. Cela suppose que pour remédier à la lenteur, il faut un certain nombre de salles d'audience. À Lomé, nous avons 2 salles d'audience. D'accord? La grande salle et la petite salle. Vous pensez qu'avec 500 dossiers, avec les 2 salles d'audience-là, on peut vraiment s'en sortir? Vous avez les 500 dossiers, vous avez le temps de les renvoyer 2 fois, et puis ça fait 24 mois. Voilà quelqu'un qui achète un terrain, qui fait un prêt, un fonctionnaire. Nous savons tous les conditions dans lesquelles nous vivons. Et il fait un prêt, il achète un terrain, il commence par mettre la fondation, on vient, on dit cessation des travaux parce qu'il y a litige tel. Alors, naturellement, ils vont se retrouver devant le juge. Ils se retrouvent devant le juge et cette procédure dure. Ah oui. Très longtemps. Et généralement, 5 ans, on accuse le juge ou la justice. Justement, généralement, on accuse le juge. Mais, vous savez, en matière civile, le procès, c'est les parties qui le mènent. Il faut que le juge ne doit pas se précipiter. Parce que tout de suite, si le juge se précipite pour rendre une décision, c'est une partie qui dira « Ah non, il a parti pris, il s'est précipité, il a rendu une décision sans avoir pris en considération, moi, mes arguments ou mes observations. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, il faut que le juge écoute toutes les parties qui leur donnent l'occasion de faire valoir chacune des parties leurs arguments, leurs prétentions, en vue de vouloir de forger son opinion et rendre sa décision. Mais dans les conditions actuelles, vous savez, nous avons un code de procédure civile qui date de 1982, qui a été modifié récemment, mais on n'a rien apporté de nouveau. C'est juste des dispositions relatives au droit au WADA qui ont été sorties, d'accord? Mais on n'a rien ajouté de nouveau. Par exemple, sur les renvois, qu'est-ce qui empêche d'instituer ou bien de créer une nouvelle disposition qui limite le nombre de renvois pour empêcher les avocats, les parties, de faire du dilatoire? Parfois, les avocats viennent demander le renvoi juste pour le dilatoire, juste pour fatiguer l'autre partie. Donc, qu'est-ce qui empêche de modifier, par exemple, le code de procédure civile en limitant
le nombre de renvois. Comme ça permet aux juges de travailler efficacement. Et ça permet également d'accélérer les procédures. Ça, franchement, je vous le dis, la lenteur de la justice togolaise, c'est une réalité. Maintenant, sur la corruption, moi, je voudrais que vous me dites, franchement, on parle de corruption au sein de la justice. Tous les scandales de corruption financiers qui existent dans ce pays. Vous avez vu un magistrat là-dessus? Je n'ai pas entendu votre réponse. Pardon? Je n'en sais rien. Oui, mais vous êtes au pays quand même. Ah oui, vous suivez l'actualité. Oui. Tous les scandales financiers de corruption dont on en parle. Selon vous, il n'y a pas de scandale financier, il n'y a pas de corruption dans le domaine de la justice au Togo? Je ne veux pas, je n'ai pas la langue de bois, d'accord? Mais je vous dis tout simplement que dans tous les corps, il y a des brebis galeuses, d'accord? Ouais. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut jeter l'anathème sur tout le corps. Vous avez compris? Ouais. Donc c'est pour vous dire que même s'il existait de la corruption, d'abord il faut chercher les causes. Qu'est-ce qui cause cela? Et je mets au défi quiconque qu'on nous sorte les dossiers de corruption dans ce pays, d'accord? Dossier A contre dossier B, justice tel ministère, dossier C de la justice contre dossier K de tel ministère, et qu'on les mette tous sur ou dans une plateforme, et au lendemain, les citoyens se feront une idée de la réalité de la chose. Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire qu'on dit que c'est au sein de la justice qu'il y a de la corruption. Je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Ça ne veut pas dire que c'est seulement au sein de la justice. Oui, dans tous les cas, c'est tout à fait normal qu'on puisse s'attaquer à la justice sur ce plan, parce que je vous ai expliqué que tout le pays repose sur la justice. Bien sûr. Et naturellement, on ne devrait pas permettre de telles pratiques au sein de la justice. Si elles existent, si les gens le disent, c'est que quelque part, ils ont des preuves contre ces personnes-là. Mais qu'est-ce qu'ils font contre ces personnes-là? On ne fait rien, et chaque jour, quand on sort, et c'est la justice qui est corrompue, la corruption c'est au sein de elle. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ok, d'accord. Alors, quel doit être le rôle de la justice aujourd'hui pour arriver à un état de droit? Le rôle de la justice, surtout dans le cas togolais, pour l'édification d'un état de droit? Alors, le rôle de la justice, je reviens toujours, le rôle de la justice, c'est de s'assurer que les personnes physiques, les citoyens, et les personnes morales de droit public, la puissance publique, respectent le droit. Et donc, elle a un rôle indispensable, elle est indispensable dans la construction de l'état de droit. Alors, est-ce que vous savez que, par exemple, lorsqu'une association ou un parti politique projette de manifester, est-ce que vous savez que le juge peut intervenir? Alors, lorsque un groupe de personnes ou un parti politique veut manifester, nous sommes dans un régime de déclaration. Vous déclarez votre intention de manifester à l'autorité compétente, c'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale. Et la loi permet au ministre d'examiner votre demande et de voir si les conditions sont réunies pour que vous puissiez manifester en toute sécurité. Alors, lorsqu'il y a des risques ou un risque au trouble à l'ordre public, l'autorité compétente, c'est-à-dire le ministre, peut ajourner la manifestation ou l'interdire purement et simplement. Mais là, celui à qui on interdit ou celui dont on a ajourné la manifestation a le droit de se pouvoir devant le juge. Mais est-ce que les gens le font? Fait, généralement pas. Les gens ne le font pas. Là, ce n'est pas de notre faute. Parce que la loi a permis que le juge puisse contrôler les actes de l'administration. Parce qu'on estime que l'administration peut agir par abus. Donc, il faut l'arbitre, il faut que le juge contrôle la mesure de l'administration et s'il y a lieu, autoriser la manifestation, annuler la procédure, annuler, c'est-à-dire la décision prise par le ministre pour autoriser la manifestation. Okay. Alors, aujourd'hui, y a-t-il aujourd'hui quelque chose qui fasse obstacle à l'édification de l'état de droit au Togo? Y a-t-il des obstacles à cette édification? Parce que dans le vécu quotidien, on se dit qu'on n'a pas encore atteint ce niveau où c'est rien que le droit qui est dit. Quels sont les obstacles selon vous?
D'abord, est-ce que vous partagez ce sentiment? Et si oui, quels sont les obstacles? C'est tout à fait naturel. Nous venons de loin. Nous sommes dans l'apprentissage et un processus de démocratisation, ça évolue. D'accord? C'est tout à fait normal qu'on dise que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être. Donc, tous les États du monde, de la planète, évoluent vers l'idéal. Donc, le Togo aussi est dans cette dynamique-là. Maintenant, parlant des obstacles. Alors, je vous ai dit ici, pour l'édification de l'état de droit, la justice a un rôle crucial à jouer. Et la condition sine qua non, c'est que cette justice-là doit être rendue sans pression, en toute indépendance. Maintenant, quels sont les facteurs qui empêchent, par exemple, un magistrat ou un juge d'être indépendant? D'abord, nous avons les facteurs juridiques. Il faut un mécanisme, il faut des garanties de protection des magistrats. Que lorsque le magistrat s'assoit dans son prétoire et qu'il est amené à prendre une décision, même qui va à l'encontre du chef de l'État, qu'il n'ait aucune crainte. Vous avez suivi? Oui. D'accord. Et ensuite, il faut que le magistrat soit à l'abri du besoin. Ça, je ne vous le cache pas. Les magistrats constituent un corps qui est le seul corps d'ailleurs où dans la loi fondamentale, on a fait référence à la rémunération. Dans aucun corps du pays, d'accord, la Constitution n'a fait référence à la rémunération d'aucun corps du pays à part les magistrats. Vous savez pourquoi? Non, dites-nous. Vous ne savez pas? Dites-nous. Justement, ça revient. La réponse revient parce que tout le pays repose sur la justice. C'est pour cela que le constituant de 1992, et ça n'a pas changé, a dit clairement, les dispositions constitutionnelles sont claires, que la rémunération des magistrats est fixée en fonction des exigences d'indépendance. Alors, quand vous regardez un peu, est-ce que les magistrats sont traités comme tels? Ils ne sont pas traités comme tels. Si vous voulez, je vais... Comparaison n'est pas raison. Vous êtes magistrat, dites-le nous. Bien sûr, je suis magistrat. Mais je ne suis pas satisfait de mon traitement. Ça, il faut que je vous le dise. D'accord? Je ne suis pas satisfait de mon traitement en tant que membre d'un pouvoir constitutionnel, au même titre que le député ou le ministre. Okay. Alors, est-ce que ça fait partie peut-être des raisons qui poussent les magistrats à user d'autres voies? Ça ne devrait pas être une raison, parce que moi, je partage ce point de vue. Ça ne devrait pas être une raison. Moi, j'invite plutôt les magistrats à se sacrifier, mais tout en demandant que la situation soit améliorée plutôt que de se jeter dans les travers dont on parle. Alors peut-être c'est ce que vous défendez au sein de votre union syndicale. Justement, c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés au sein de l'union syndicale des magistrats pour essayer de porter certaines revendications à l'endroit de l'autorité compétente. Dans la marche vers l'édification d'un état de droit, on fait des évaluations périodiques. Où se trouve aujourd'hui le Togo dans sa marche à elle vers, ou bien dans sa marche à lui plutôt, vers l'édification d'un état de droit à l'endroit des Togolais? Alors, bon, si vous posez la question aux Togolais, à chaque Togolais, il vous donnera son point de vue. Son appréciation personnelle. Oui, personnelle. Mais moi, je dis simplement que nous sommes en train d'évoluer. C'est comme un enfant qui naît, d'accord? Il rampe, après il commence par faire un pas, deux pas, et finalement, il commence par courir. Donc, pour vous, sommes-nous en train de peut-être de ramper ou de courir déjà? Dans tous les cas, que ce soit ramper ou courir, nous sommes dans la logique d'évoluer. Alors, vous êtes proche du système. Quand je parle de système, je ne parle pas forcément... C'est-à-dire, j'allais vous poser la question, vous parlez de quel système? Oui, voilà, justement, je ne parle pas forcément de l'exécutif, mais vous êtes aujourd'hui dans le pouvoir judiciaire, vous maîtrisez un peu les rouages. Y a-t-il de l'espoir aujourd'hui que dans un avenir proche, le Togolais aussi puisse dire que notre justice est indépendante et qu'on ne formule pas à votre endroit, vous magistrats, des critiques qu'on voit aujourd'hui? Bien, vous savez, dans tout système, il faut compter sur les hommes.
D'accord? Les hommes, parce que les institutions qui fonctionnent bien le sont par les hommes. Ça dépend de la personnalité des hommes. Et sur cette base, je crois que la magistrature togolaise regorge beaucoup de magistrats de conviction qui sont capables de faire le boulot. Mais encore faut-il que les moyens soient mis à leur disposition pour le faire. Sinon, parlant des hommes, il en existe, mais il faut quand même que les circonstances s'y prêtent. Ouais. Parlant justement des hommes et des circonstances, je vais faire un petit détour dans l'actualité. La semaine dernière, par exemple, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le juge Abdoulaye Yaya, était face à la presse et à certains agents de justice. Il est revenu un peu sur le fonctionnement de notre justice, comme en 2022, il a encore fustigé certains auxiliaires de justice aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur ce genre de situation? Et généralement, on dit, lui, il est dans le système, il n'a qu'à changer les choses. De quoi dispose-t-il aujourd'hui comme pouvoir pour pouvoir changer les choses? A-t-il effectivement le pouvoir pour le faire? Et si oui, qu'est-ce qui empêche? D'abord, je vais aborder votre question sous deux angles. Le premier, c'est la solution à apporter à la situation. Je crois qu'il ne revient pas au président du Conseil supérieur de la magistrature ou au président de la Cour suprême d'apporter des solutions. Les solutions viennent du politique. D'accord? Le politique. Donc lui, il n'a aucun rôle à jouer là-dedans. Et non, il peut faire des propositions. Dénoncer, le président de la Cour suprême, c'est pas il est le responsable d'une institution de la République. Il peut faire des propositions au chef de l'État, qui est le garant de l'indépendance de la justice dans notre pays. Donc, si il a des constats de cette nature, il lui revient à lui d'approcher les autorités compétentes, de leur faire les propositions concrètes. Il a quand même dit que, en tout cas, oui, voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Voilà, c'est pourquoi il est là-bas. Alors, maintenant, le deuxième angle, ça n'engage que moi. D'accord? Cette façon d'aborder les problèmes du pays, moi, vous savez, ce qui me préoccupe, c'est l'image de notre pays. D'accord, on peut avoir des problèmes au sein du pays, mais il faut savoir les aborder pour ne pas écorner l'image du pays. J'estime que le président, c'est quelqu'un que j'admire, qui est bien. D'accord? J'estime, pour ma part, et je l'assume, que cette façon d'aborder le problème salit plutôt l'image de notre pays. Parce que, vous savez, les informations, ça circule, hein? Ça circule. L'intervention du président de la Cour suprême, ça a circulé sur les réseaux sociaux, et ça fait le tour de la planète. Quel investisseur voudrait venir investir dans un pays où même le responsable de la justice, le président de la Cour suprême, dénonce comme ça de façon ouverte des pratiques. Hein? Franchement, il faut dire qu'on peut aborder le problème d'une autre façon tout en préservant l'image du pays. C'est très important pour notre survie. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien. Henri Ognan Dogo, je rappelle que vous êtes magistrat du ministère public, également porte-parole de l'Union syndicale des magistrats du Togo. Un dernier mot pour clore cet entretien. Alors, moi, je voudrais inviter les Togolais à comprendre la situation. C'est-à-dire que l'indépendance de la justice, ce n'est pas un privilège pour le juge, ce n'est pas un droit pour le juge, c'est plutôt un droit de l'homme reconnu aux citoyens. Donc il appartient aux citoyens de lutter pour que leur justice soit indépendante. Moi, je déplore une situation lorsque, par exemple, les magistrats mènent des actions dans tous les pays du monde, dans l'intérêt d'avoir une certaine marge en termes d'indépendance. Je vois les citoyens qui les fustigent, alors que ce qu'ils sont en train de réclamer, c'est pas leur droit. C'est le droit des citoyens. Donc j'invite les Togolais à, quelles que soient les difficultés, de faire confiance en leur justice et ensuite, à l'endroit des pouvoirs publics, de prendre à bras le corps le problème de la justice et d'apporter les solutions idoines au lieu de mettre la poussière sous le tapis. Henri Ognan Dogo, je rappelle que vous êtes premier substitut du procureur de la ville d'Atapamé. Vous êtes magistrat du ministère public, donc également porte-parole de l'Union syndicale des magistrats du Togo. Ici, merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World et ce sera d'un regard croisé.